Aujourd'hui, on va parler périphérique avec une clé de ScanDisk. Clé qui est à la fois pour Mac et pour iOS, et vous allez voir qui se révèle finalement très pratique à l'usage. Elle a comme particularité d'avoir d'un côté un capuchon qui tient particulièrement bien parce qu'il a un système ici qui permet de se bloquer vraiment, et donc faut tirer vraiment pour l'ouvrir. De l'autre côté, donc là c'est une clé USB, tout ce qu'il y a de plus classique. De l'autre côté, vous avez ici un câble qui est un port Lightning. Donc bien sûr, ça ne va marcher qu'avec les périphériques Lightning, on est bien d'accord. En lui-même, le périphérique est relativement petit. Si on le met par rapport à un téléphone, vous voyez que c'est quand même pas très grand. Et il suffit de défaire le port et de le brancher sur le port Lightning d'un périphérique. Chose intelligente, le périphérique propose immédiatement de télécharger l'application sur l'App Store, qui est bien sûr gratuite. Et quand on a déjà l'application, à chaque fois qu'on va connecter, on a un message demandant l'autorisation d'accéder automatiquement à l'application. Alors c'est une clé classique, elle est fournie avec un utilitaire de chiffrage que j'avoue ne pas avoir utilisé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la fonction synchronisation automatique des médias. Donc là, j'ai mis un certain nombre de fichiers dessus, comme avec une clé USB classique. On la branche sur un port USB 2 ou 3. Elle apparaît ici. Et donc j'ai un certain nombre d'éléments. J'ai des dossiers. Et j'ai également des vidéos, ici. Donc j'ai mis toutes sortes de formats de vidéos, dont du M4V. Et vous voyez les deux utilitaires qui sont fournis, ainsi que le guide d'exploitation. Donc là, on ne va pas vraiment se pencher sur la partie Mac, on va éjecter, et je vais le brancher sur l'iPad. Donc, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que si on la branche comme ça, elle obstrue totalement le bouton Home, et de l'autre côté ça n'est pas très pratique parce que du coup on est un peu en porte-à-faux. Enfin, ça n'est pas très grave, et c'est vrai que j'aurais aimé que le câble soit un petit peu plus souple pour pouvoir la positionner différemment. Donc là j'ai bien le message me proposant l'accès direct à l'application. Ici il s'agit du premier lancement, donc je vais faire défiler un petit topo de présentation. Avec une explication de l'écran qui disparaît. Voilà, donc là j'accède directement au contenu. Cette application ne s'ouvrira que si le lecteur est connecté. Il n'est pas possible d'y accéder, bien sûr, quand il n'est pas là. Vous voyez qu'il va charger les différentes vignettes. Là j'ai un fichier qui est un fichier PNG. En mode vertical, on obtient toujours ici un aperçu, ce qui est bien pratique. J'avoue que même si le logiciel n'est peut-être pas extraordinaire, il est tout de même agréable à utiliser, relativement épuré. Donc je vais repasser en mode portrait, voilà, en mode paysage. Donc j'accède ici aux différents dossiers que j'avais créés sur l'appareil. J'ai accès également à plusieurs zones, à savoir ici le stockage qui reste sur mon iPad, l'autonomie de la batterie, l'espace restant sur le téléphone et sur le lecteur, ainsi que la répartition des types de médias contenus dans la clé. Plusieurs options sympathiques. D'une part, dans les paramètres, on pourra changer le nom du lecteur. Là, en l'occurrence, je ne lui en ai pas donné. Modifier la sécurité. Donc, si on active la sécurité, les fichiers vont être verrouillés automatiquement et il faudra l'application sur le Mac pour pouvoir les lire. Possibilité d'effacer les caches et de partager ou pas les données avec l'éditeur. On va revenir là-dessus, on va plutôt s'occuper pour l'instant de la lecture. Donc vous l'avez vu, les PDF, ça ne pose pas vraiment de problème, même s'ils sont relativement conséquents. J'ai mon aperçu, je peux le verrouiller le fichier, je peux l'envoyer dans une autre application ou l'ouvrir avec une autre application, l'ouvrir par AirDrop et ainsi de suite. Je peux lire un diaporama s'il s'agit d'un
d'une sélection multiple et je peux supprimer directement ici. Lorsque je suis dans mon fichier de photos, je vais donc défiler. Si je n'ai fait aucune sélection, il me suffit donc de lire le diaporama. On peut lui mettre quelques options sympathiques et on démarre le diaporama. Pour une fois, les animations sont sympathiques et changent des diaporamas classiques. Je peux à tout instant supprimer une image ou accéder à d'autres fonctionnalités de type partage. Je peux également décider de le déplacer vers un dossier à l'intérieur, l'enregistrer sur l'appareil, alors même si on est sur un iPad, il est écrit enregistré sur l'iPhone, ou de renommer, de sauvegarder dans le rouleau. Ça, c'est pour la partie fichier statique. J'ai option ici pour mettre en mode grille ou en mode liste, qui me donne des miniatures un petit peu plus grosses. Je peux faire un tri par type de fichier, date d'ajout ou par ordre alphabétique. Donc la présentation est plutôt sympathique. Là, je reviens sur mes documents. Si j'ai un document qui est un document qui n'est pas géré par l'appareil, il me propose l'option pour l'ouvrir avec autre chose. Bon, là, en l'occurrence, je n'ai pas mis OmniGraffle, donc ça ne risque pas. Donc les PDF, on l'a vu, et on va aller tout de suite sur les vidéos. Donc j'ai ici une vidéo de démonstration qui est une vidéo au format M4V, voilà, qui est la fournie avec l'appareil. Encore une fois, on est en train de lire la vidéo sur le lecteur flash et non pas sur autre chose. Je peux ici accéder à la lecture, me déplacer sur la barre ou encore partager, déplacer et supprimer l'élément. L'interface noire ne met pas vraiment en évidence la petite flèche. Donc j'avais une vidéo M4V, là j'ai un format MPG, c'est lui aussi sans difficulté, même si ça n'est pas géré par l'iPad. Alors par contre, n'espérez pas lire du flash. N'oubliez pas qu'il existe une recherche, ce qui est très bien parce que sur ce genre d'appareil, ça n'est pas toujours évident de retrouver où on l'a mis. Alors vous voyez que j'ai deux dossiers ici, iPad 6, iPhone 6, c'est pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. Si je vais dans les options et synchronisation, je vais donc ici choisir le mode de synchronisation à chaque connexion de l'appareil. Et ça va être de façon strictement systématique. Donc là, je vais dire OK. Bien sûr, je dois autoriser l'accès aux photos. Vous voyez qu'on peut faire. Je peux supprimer de façon automatique toutes les images une fois qu'elles ont été importées. Je choisis la destination. Donc comme j'ai plusieurs appareils, je ne vais pas faire dans caméra. Donc là, je vais lui mettre dans un nouveau dossier. Je vais faire iPad mini. Terminé. Si je désactive la synchronisation automatique, j'ai un bouton pour synchroniser manuellement. Donc là, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à mettre en pause si besoin. Je peux donc supprimer d'un seul coup toutes les images ou pas. Le message apparaîtra même si vous n'avez pas mis le bouton de suppression. Il apparaît de façon systématique à chaque chargement. Donc là, je vais activer la synchronisation auto et je vais sortir de l'appareil. Je vais prendre une capture d'écran, donc je vais rajouter une image. Je vais reconnecter ma clé. Et vous voyez qu'il y a une sauvegarde automatique qui s'est faite sans que j'intervienne. Donc c'est une option qui est quand même très pratique quand vous êtes en voyage et que vous faites des captures des photos ou des vidéos. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais les vidéos seront également sauvegardées de façon automatique. Vous avez vu, le temps de chargement est quand même extrêmement rapide, ce qui est bien pratique, et vous pouvez sauvegarder et synchroniser autant d'appareils que vous le souhaitez sur la même clé, en indiquant soit le même dossier, soit un dossier différent. Moi, c'est ce que j'ai fait, afin de pouvoir transférer en 2 temps 3 mouvements entre appareils. On peut sélectionner des éléments, on peut les déplacer dans un dossier, dans Documents. Voilà, je les déplace ici, donc tout est prévu, c'est très rapide, c'est très fluide. J'ai une autre fonction intéressante qui est le transfert des contacts. Et donc je peux, en un clic, sauvegarder les contacts stockés sur la machine. Un clic pour tous les sélectionner, sauvegarder, et on n'en parle plus. À ce moment-là, vous obtenez un fichier, vous pourrez rétablir. Là, j'ai 2 sauvegardes. Une qui correspond à mon autre iPad, celle-ci qui vient d'être créée. Et je peux donc rétablir les contacts en un seul mouvement. Ça me sert de sauvegarde totalement indépendante d'iCloud, d'un ordinateur ou de quoi que ce soit. Et ça permet vraiment d'avoir une autonomie totale de l'iPad. Je peux sauvegarder, je peux transférer et ça va très vite. Il faut cependant mettre un bémol. Une fois que la sécurisation est faite, si vous oubliez le mot de passe, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Donc à partir de là, les fichiers sont perdus. Il ne vous restera plus qu'à effacer le coffre-fort situé sur la clé. Ceci ne peut se faire qu'en connexion avec un ordinateur, par le biais du Finder par exemple. Comme l'application supporte désormais Touch ID, je vais être obligé de changer de machine pour
pouvoir en bénéficier. Donc pour créer un espace sécurisé, il me suffit d'aller dans les préférences, paramètres, sécurité. Je vais activer la sécurité et je dois créer ici un mot de passe qui a au moins 6 caractères alphanumériques et alphabétiques. Ce mot de passe sera tapé sur tous les ordinateurs et sur tous les appareils iOS qui voudront accéder au fichier, même si ce n'est pas l'appareil qui a créé lui-même le mot de passe. Donc le coffre-fort est créé. Et vous voyez que par défaut, Touch ID sur cet appareil est activé et je peux ici changer le mot de passe. Pour chiffrer un élément, il suffit d'aller dans n'importe quel dossier avec contenant le document à chiffrer. Donc par exemple là, je vais chiffrer par exemple ce document. Il me suffit de le sélectionner et de cliquer sur chiffrer. Je dois déverrouiller le dossier. Pour la première fois, j'ai besoin de taper le mot de passe. Quand il est chiffré, il est déplacé. Il disparaît du dossier où il était. Si je vais à la racine, je vais donc pouvoir ici visualiser mon fichier. Comme je suis propriétaire et que l'application a été déverrouillée, il n'y a pas de souci, je peux visualiser. Alors je peux prendre n'importe quel autre élément, par exemple une vidéo. Je vais sélectionner, on va sélectionner celle-ci, je vais également la chiffrer. Et donc voilà, elle est désormais dans mon espace sécurisé. Je vais relancer l'application pour utiliser Touch ID. Et donc il me demande Touch ID et je vais pouvoir l'utiliser pour déverrouiller l'accès. Je vais ouvrir sur un autre appareil. Donc j'obtiens également ici la requête de mot de passe. Et je pourrai ensuite utiliser les fichiers sans problème. Si je me rends dans les paramètres, donc je peux quand même changer le mot de passe. Imaginons que je sois dans une application quelconque et que je souhaite récupérer un élément pour l'envoyer sur la clé, en sachant que actuellement ma clé n'est pas branchée. Donc je vais utiliser le bouton de partage, je fais ouvrir dans. Là en l'occurrence il me demande si je veux exporter les annotations et je vais trouver l'application SanDisk. Actuellement le lecteur n'est pas détecté, ce qui est évident puisqu'il n'est pas branché. Donc il va me proposer d'enregistrer dans mes téléchargements. Je vais l'enregistrer, il me dit encore que c'est un iPhone, ce qui n'est pas le cas. Et j'ai uniquement accès à cette zone qui est en fait une zone sur l'appareil, en dehors de la clé, qui va servir de zone tampon. Si par la suite je branche, je vais pouvoir utiliser la zone mes téléchargements, sélectionner le fichier de mon choix et le déplacer sur la clé elle-même. Donc par exemple là je vais la copier dans un dossier, je vais même d'ailleurs la déplacer et non pas la copier, déplacer. Et je vais la mettre dans mes documents, déplacer ici. Et voilà. Donc si jamais vous n'avez pas la clé sur vous, ça permet et que vous souhaitez absolument déplacer ce fichier, il peut rester ici de façon temporaire. J'ai rencontré une difficulté sur un PDF, là par exemple il s'agit d'un magazine en format PDF et il me dit qu'il est trop large. Le PDF fait 18 émos, ce qui n'est pas énorme, et donc il me dit qu'il ne peut pas être affiché. Bizarrement, les applications et les vidéos que j'avais chargées sont beaucoup plus lourdes que ça et elles ne posent pas de problème, donc je ne sais pas si c'est simplement le format. Voilà, j'ai des vidéos de 117 émos, donc il n'y a pas de raison, ça devrait passer et ça n'est pas le cas. Je n'ai pas de problème pour lire cette vidéo, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Au final, cette clé USB m'a enchanté, je l'ai trouvée très pratique, notamment pour décharger photos et vidéos réalisées sur l'iPhone et ainsi récupérer de la place. Au rayon des regrets, la taille de l'appareil est gênante sur un hub USB ou sur un port USB de l'ordinateur car elle a tendance à recouvrir les ports alentours. Le câble Lightning est quant à lui un peu trop rigide et surtout
un petit peu trop court, ce qui ne permet pas de poser l'appareil à côté de l'iPad ou de l'iPhone, mais doit le laisser dans une situation un peu bancale, soit en dessous, soit au-dessus. Au-dessus, on ne peut plus toucher le bouton Home, ce qui peut être embêtant avec Touch ID, et en dessous, on ne peut plus poser l'iPad à plat, ni l'iPhone d'ailleurs. On se retrouve avec une espèce de béquille. Donc ça, je dirais qu'au niveau design, c'était pas mal pensé, mais ça coince un petit peu. Autre regret, le logiciel fourni de chiffrement n'est pas vraiment à la hauteur. Il sert en fait de publicité pour la version payante. Je n'ai malheureusement pas réussi à le faire fonctionner correctement sur Mac. Enfin, le seul dernier bémol, c'est bien sûr le prix. Le lecteur est beaucoup plus cher qu'un lecteur à capacité identique ne fonctionnant pas sur iOS, mais il n'est pas le plus cher du marché. Voici un exemple des prix sur Amazon. Donc on a le 64 Go qui est aux alentours de 120 €, le 16 Go qui est le modèle que j'ai testé à 57,99 € actuellement, et vous avez le modèle à 128 qui lui monte à 190 €. Vous voyez ici des concurrents. Si on regarde la capacité à 32 Go, le 32 Go était ici à 79,99 €, le Leaf eBridge et donc à 70 €, ce qui est assez comparable. Le degré de finition est irréprochable, la vitesse d'exécution est excellente, et c'est vrai que j'adore la fonction de synchronisation automatique du rouleau avec sa fonction éventuelle d'effacement qui peut être bien pratique. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye.